Olivier Fanon de me rejoindre aujourd'hui pour célébrer et d'honorer votre père, Frantz Fanon, qui aurait eu 100 ans ce mois-ci. C'est un grand plaisir de vous inviter à avoir cette conversation sur Fanon, une figure si importante, inspirante, légendaire et un penseur majeur du colonialisme et de la décolonisation. Oui, bonjour. Je te remercie de t'intéresser à mon père et à moi. Vous êtes donc le fils de Frantz et Josie Fanon. Vous êtes né à Lyon, je crois, en 1955. Peu après votre naissance, votre mère Josie est retournée en Algérie avec vous, où votre père Frantz était psychiatre et médecin-chef de l'hôpital de Blida-Joinville. Votre père était activement engagé dans la révolution algérienne. Il a tenu un rôle important et vous avez dû quitter l'Algérie en 1957. Vous aviez 2 ans, vous étiez donc tout petit. Après la mort de Fanon, en 1961, vous êtes retourné en Algérie avec votre mère. Vous avez déménagé en France à l'âge adulte et vous y vivez actuellement. Merci pour d'être ici. Ce n'est pas notre première conversation. Je travaille sur un projet concernant votre mère Josie avec mon cher ami et collègue Greg Pierrot. Et vous avez été très généreux de votre temps et vous avez partagé vos souvenirs avec nous. Et je veux remercier votre femme Corinne aussi. Elle était très généreuse. Aujourd'hui, on va continuer cette conversation. Et je crois que ces jours, les mots de Fanon sont plus pertinents. C'est évident que le colonialisme n'est pas terminé et les idées de Fanon sur la révolution, la résistance, la décolonisation, le racisme, la violence sont particulièrement poignantes. Alors que nous sommes témoins de ce que le monde fait à la Palestine et aux Palestiniens. La situation actuelle est horrible et je sais que vous ressentez la même compassion et la même rage que moi. Fanon nous guide ces jours et ses paroles nous permettent de ne jamais normaliser cette grande injustice. Et avec tout ça, je vais commencer avec la première question. Cette année marque le centenaire de la naissance de votre père, Frantz Fanon. Qu'est-ce que tout cela évoque pour vous? Et c'est un grand héritage et une grande responsabilité que vous êtes chargé de défendre. Effectivement, nous sommes au 100e anniversaire de la naissance de mon père. C'est une date qui frappe, si tu veux, sur le plan, j'allais dire, comptable. Un siècle, 100 ans, c'est beaucoup. Et c'est peu dans l'histoire d'une nation, dans l'histoire avec un grand H. Fanon n'est pas passé inaperçu. Il a eu une vie très, très intensive, très courte, mais très intensive. Et aujourd'hui, donc en 2025, on fête, entre guillemets, on célèbre les 100 ans de la naissance de Fanon. Mais pour moi, Fanon, c'est tous les jours. Fanon est toujours vivant. Pour la simple raison que j'ai été élevé dans la mémoire de mon père, qui a été perpétuée par ma mère. Après le décès de mon père, ma mère a toujours été dans l'action et dans la révolution. Mais ils étaient tous les deux dans l'action. Ce n'étaient pas des contemplateurs ou des historiens de la révolution. C'était des acteurs de la révolution. Et moi-même, donc, j'ai été pétri dans ce moule. Et aujourd'hui, j'essaye à mon petit niveau de perpétuer, de ne pas faire honte à mes ancêtres, à mes parents. Ok, merci beaucoup. Moi, je veux essayer de trouver les liens entre votre enfance, l'Algérie et Fanon. Parce que Fanon est mort tragiquement et soudainement à l'âge de 36 ans. Il a une vie courte et très intense.
éducatif. Vous n'aviez que 5 ans à l'époque et vous avez passé du temps aux États-Unis et votre père était hospitalisé. Ensuite, vous êtes rentré en Algérie avec votre mère et vous avez grandi dans ce pays pour lequel il s'est battu. Comment sa présence a-t-elle marqué votre enfance chez nous, en Algérie, à l'école? En fait, que signifiait le nom et les idées de Frantz Fanon en Algérie pendant votre enfance? Effectivement, je suis rentré en Algérie avec ma mère après l'indépendance, donc en juillet 1962. Mon père étant décédé en 1961. Nous sommes retournés d'abord à la frontière tunisienne, dans les camps de regroupement des militaires algériens, côté tunisien, donc à la frontière tunisienne. Et à l'indépendance, nous sommes rentrés en Algérie, où ma mère a tout de suite repris sa profession de journaliste. Elle a commencé à travailler à la radio algérienne. Et moi, j'avais 6 ans, donc 6 ans et demi, lorsque je suis rentré en Algérie. Donc, j'étais scolarisé dans les classes primaires à Alger. Je parlais déjà l'arabe puisque j'avais été scolarisé à Tunis, donc je parlais le tunisien. C'était un peu surprenant pour mes camarades de classe parce qu'ils m'appelaient le tunisien. Ok. Et donc, en 1962, il y a eu toutes les célébrations post-indépendance avec beaucoup de meetings, de commémorations et pour tous les martyrs algériens de la Révolution, dont fait partie Frantz Fanon, qui est un héros de la Révolution algérienne. Donc pour moi, mon père était toujours vivant, si vous voulez. Hein. Je n'ai pas senti le décès de mon père, l'absence de mon père en Algérie, lorsque nous sommes rentrés en Algérie. Il y a eu beaucoup d'inaugurations de l'hôpital Frantz Fanon, de l'avenue Frantz Fanon, du lycée de jeunes filles Frantz Fanon à Alger, d'autres hôpitaux, d'autres rues dans tout le pays. Donc on était toujours conviés avec ma mère. Et j'ai vécu, si tu veux, si vous voulez, dans l'ombre de mon père. Mais c'était une ombre pesante parce que j'étais obligé de faire face à son absence physique qui n'était pas là et sa présence qui était là. En fait, c'était une dualité difficile à assumer pour un enfant de mon âge. Hein. J'avais 10 ans, enfin entre 8 et 10 ans. Et plus tard au lycée, en classe supérieure et au lycée, j'étais aussi confronté au même dilemme avec l'absence de mon père et puis le nom Fanon. À chaque fois, on me disait: ah oui, mais tu es le fils de Fanon, c'est magnifique, ça doit être bien, etc. Voilà, donc j'ai toujours été confronté à cela. Oui, c'était cool. En anglais, on dit street creds. Yeah. C'est bon. Et je sais que vous vous considérez comme Algérien, en fait, le Tunisien, mais aussi vraiment comme Algérien. Quand est-il du côté martiniquais de votre famille? Fanon a grandi à Fort-de-France, en Martinique, jusqu'à 18, 20 ans, je crois. Il est le 5e enfant d'une famille de 8 enfants. Il y a beaucoup de frères, des sœurs. Il a étudié avec une autre légende anticoloniale, Aimé Césaire. Avez-vous passé de temps en Martinique avec la famille de votre père? Nous avons été avec ma mère en Martinique la première fois en 1975. Ah, ok. Donc j'avais 20 ans. Non, 1974, en 1974. J'avais 19 ans. On a fait la connaissance de toute la famille Fanon. Pour moi, c'était un peu difficile parce que moi, j'étais élevé dans un esprit d'indépendance, d'Algérie indépendante, qui a combattu la France et qui s'est libérée du colonialisme français. Et je me suis retrouvé dans une situation aux Antilles où les Antilles sont toujours colonisées par la France. Donc, moi, j'avais une double casquette, donc fils de Martiniquais, mais algérien indépendant. Et j'ai été mal perçu par mes oncles, mes tantes et mes cousins, parce que je les provoquais. Je leur disais: écoutez, regardez, moi, je suis indépendant. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai sorti ma carte d'identité algérienne. Je dis: regardez, je suis algérien.
Et ils m'ont regardé. Ah oui, je dis oui, je suis algérien, je suis libre, je suis indépendant. Mon père, comme on se plaît à le dire aujourd'hui, Fanon est né colonisé martiniquais et il est mort algérien indépendant. Ok. Donc les Antillais sont un peu. Enfin, je parle pour mes parents, enfin mes cousins, pour ma famille, ils sont un peu devant un miroir. Fanon, c'est leur miroir. Oui. Et il est gênant. Il les gêne, il les perturbe. Oui. Il les Oui. perturbe. Voilà. Mais les questions de la citoyenneté, nationalité sont fragiles, je crois. Et moi, je vais poser une question pour mon collègue Greg Perrault sur Martinique, parce que vous nous avez parlé des problèmes que vous avez pu avoir avec le gouvernement français par rapport à votre nationalité dans les années 70. Oui. Comme vous avez dit, vous avez grandi algérien, avant et après l'indépendance, fils d'un Antillais, venant d'une île, la Martinique, ayant, pour ainsi dire, raté le coche de l'indépendance, comme, Oui. comme vous avez dit. Que pensez-vous de la citoyenneté, nationalité? Parce qu'en fait, vous êtes dans beaucoup des places, vous êtes situant beaucoup des Non, places. moi, je me considère comme algérien. Et Ok. comme je me plais à le dire, comme le disait ma mère, nous ne sommes pas algériens, nous ne sommes pas algériens par hasard. Nous sommes algériens par option, par choix. On a choisi cette nationalité. Et j'ai rencontré la colonisation française à l'âge de 20 ans à Paris. Donc j'avais 20 ans en 1975. À l'époque, c'était à mon retour de Martinique. En fait, pour aller en Martinique, pour les Algériens, ils sont soumis à un visa. Un visa. On est obligé d'avoir un visa sur le Oui. passeport, alors qu'on est résident en France et que la Martinique est un département français. Oui, oui. C'est comme si moi, aujourd'hui, je veux aller en Bretagne, je suis obligé de demander un visa pour aller en Bretagne. Mais la Martinique, c'est un territoire d'outre-mer, donc les DOM-TOM, ils sont soumis au visa pour les Algériens jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un Algérien qui vit en Algérie, il veut aller en Martinique, il est obligé de demander d'abord un visa Schengen pour venir en France métropolitaine et après un visa pour aller en Martinique. Oui. On se pose la Oui, c'est question. pas la même chose, oui, je comprends. On se pose la question, est-ce que c'est un département ou ce n'est pas un département? Ou bien les Algériens sont catégorisés par S ou je ne sais quoi, mais ils sont dangereux. Donc moi, en tant qu'Algérien résident en France, j'avais demandé mon visa pour aller en Martinique. Et c'est là, à la préfecture de police, ils ont fait des recherches et ils se sont dit, mais il est français, puisqu'il est né en France en 1955. Je suis né en France en 1955, de père français et de mère française. Donc, selon le code français de la nationalité, je suis français. Et c'est là que les gendarmes sont venus chez moi, j'étais étudiant, ils m'ont arrêté, ils m'ont menotté et ils m'ont mis en prison pour le service militaire français. Ils m'ont dit que vous Vraiment, êtes c'est insoumis. choquant. Donc j'ai fait un mois de prison militaire à Paris. Il a fallu une intervention des plus hautes autorités à Alger de l'époque. C'est ma mère qui s'en est occupée, elle était à Alger à l'époque. Et j'ai été libéré au bout d'un mois à une condition. On m'a dit, voilà, vous êtes libéré aujourd'hui. C'est le ministère de la Défense, le ministre de la Défense lui-même qui a pris cette décision sur instruction du président français de la République à l'époque, je crois que c'était Giscard. Et vous avez une condition si vous voulez être libre. Je lui dis, laquelle? Il faut rejeter la nationalité française. Je lui dis, mais je n'ai jamais eu la nationalité française. Je n'ai jamais eu de papier français. Il me dit, si, selon la loi, vous êtes français, selon l'article, etc., etc. Je lui dis, OK. Donc j'ai fait la demande. Et je n'ai plus la nationalité française. Aujourd'hui, je suis algérien, exclusivement Wow. algérien. Voilà. Et pour aggraver mon cas, je suis algérien et je travaille à l'ambassade d'Algérie. Alors là, je suis foutu. Ah oui, oui. Là, je n'ai aucune chance. Ok. Oui, la nationalité, c'est pas un sujet fragile pour vous, vous êtes sûr? Oui. Oui, oui, je comprends. Je veux parler un peu de Josie, Oui. de votre mère. On peut imaginer que Josie a
influencé la manière dont tout le monde ou une partie du monde se souvient de Fanon. D'après vous, comment Josie a contribué à ce que l'on sait de Fanon aujourd'hui? Ma mère a toujours été, pas discrète, mais était humble. Elle n'était pas sous les feux de la rampe, elle ne cherchait pas comment dire, la publicité. Elle faisait un travail de journaliste, un travail de grand reporter, mais un travail de journaliste qui cherchait à comprendre ce qu'elle voyait. Elle a fait plusieurs reportages dans presque tous les pays du monde, où elle a fait un travail de fond, et elle était très respectée par sa hiérarchie, par le rédacteur en chef de tous les journaux où elle a travaillé, jusqu'à Demain l'Afrique, où elle a monté ce journal avec des collègues algériens à Paris. Mais elle était toujours Madame Fanon. Ce n'était pas l'épouse de Fanon, c'était Madame Josie Fanon. Elle n'a jamais profité, entre guillemets, de son nom pour se faire connaître. C'est sa profession, c'est sa conviction qui l'ont placée à ce niveau-là. Et c'est un peu sa marque de fabrique, parce que les gens, il y a des gens qui la connaissaient en tant que professionnelle et qui s'étonnaient à un moment, disent, mais vous êtes l'épouse de Frantz Fanon? Elle dit, oui, je suis l'épouse de Frantz Fanon, mais d'abord je suis Madame Fanon. Je ne suis pas que l'épouse de Frantz Fanon. Et elle a fait un travail, je pense un travail, elle n'a pas voulu faire de publicité sur son mari, ou bien sur sa proximité avec Fanon. Elle a toujours travaillé parallèlement à Fanon, mais pas dans l'ombre de Fanon. Elle a toujours, lorsque Fanon s'est engagée en Algérie, elle travaillait déjà avec, elle était moudjahida, elle était membre des révolutionnaires algériens. Oui. Elle a voyagé beaucoup aussi. Elle a voyagé beaucoup. Elle a été en Afrique du Sud, elle a été en Chine, elle a été un peu partout dans le monde. Elle a été en Iran, elle a fait partie de la délégation qui a accompagné Khomeini lorsqu'il est rentré à Téhéran. Elle était dans l'avion de Khomeini en tant que journaliste. Elle a interviewé Khomeini. Moi, j'étais avec elle à l'époque à Nofle-le-Château. Khomeini recevait les journalistes sous une tente dans un jardin à côté de la maison où il habitait dans le Val d'Oise, là où, oui, c'est dans le Val d'Oise, je crois, Nofle-le-Château. J'étais avec elle. Et il y a Bani Sadr, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est décédé depuis, qui était l'interprète de Khomeini, donc qui est venu la voir, qui lui dit, Madame Fanon, il y a l'imam qui vous attend, mais tenez, je vous ai ramené un foulard. Elle dit, pourquoi un foulard? Parce qu'il faut vous mettre un foulard pour rentrer sous la tente avec Khomeini. Elle a dit, non, moi je suis journaliste, indépendante, je suis algérienne, je ne mets pas de foulard. Rentrer sans foulard. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous avez compris sur les écrits et les idées de Fanon? Quand est-ce que vous avez vraiment lu les mots de votre père? J'ai lu assez jeune les écrits de mon père, mais je vous dis sincèrement, je n'y comprenais pas grand-chose. C'est une fois arrivé à l'université, donc après mon bac, que je me suis intéressé sérieusement aux écrits de mon père. Et moi je lis et j'aime bien confronter mes idées avec d'autres personnes qui ont lu les écrits de mon père. C'est pas facile, hein, les idées de Fanon. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ce que j'ai toujours dit, pour comprendre Fanon, il faut être concerné. C'est-à-dire, oui, il faut être ou enfant de damné de la terre, ou avoir été colonisé, ou je veux dire, on ne peut pas donner Frantz Fanon à lire à quelqu'un qui vit dans l'opulence, qui vit dans le marbre et dans la soie. Il va rien comprendre. C'est quelque chose qui ne va pas le toucher, qui ne va pas le concerner. Donc moi j'étais très impliqué dans la lecture de Fanon et dans la compréhension de Fanon, et surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision des autres, ce que les autres pensent de Fanon. Moi, j'ai pas besoin d'être convaincu. Moi, je suis un Fanon, hein, j'ai pas besoin de ça. Oui. Et
Parce que moi, dans mon introduction, je parle un peu je suis obsédée ces jours et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont obsédés avec tout ce qui se passe en Palestine. Et je veux parler d'un incident très important impliquant votre mère. Je crois que c'est très important aujourd'hui parce que nous sommes témoins de la dévastation en Palestine. En 1967, Josie envoie un télégramme d'Alger à Paris. Elle y demandait à Maspero, l'éditeur des Données de la Terre, d'enlever la préface de Jean-Paul Sartre dans les futures éditions du livre. Sartre a pris une position pro-zioniste, comme nombre d'intellectuels français. Il a signé un manifeste en soutien à Israël pendant la guerre des 6 jours, Six-Day War. Vous n'aviez que 11 ans à l'époque, mais cette discussion fit beaucoup de bruit. Avez-vous des souvenirs de ce moment? Vous rappelez-vous avoir jamais parlé de ceci avec Josie, même des années plus tard, peut-être? Pas sur le moment. Sur le moment, je n'en ai pas parlé directement avec ma mère, mais il y a eu beaucoup de réactions positives dans les pays Oui. arabes. Déjà en Algérie, ça a été repris par la presse algérienne. Cette décision a été reprise par la presse algérienne. Et si vous voulez, c'est encore une des marques de fabrique de Madame Fanon, de ma mère, donc de Josie Fanon, qui n'est pas dans la nuance, qui n'est pas dans la discussion, qui n'est pas dans la compromission, qui n'est pas dans la diplomatie, elle est dans l'action, elle est tranchante. Lorsqu'il y a une décision à prendre, elle la prend tout de suite. Et là, c'est une décision très, très importante qu'elle a prise. Elle a demandé à ce que cette préface soit retirée, parce que Jean-Paul Sartre a pris position pour Israël et que c'était contre ses convictions personnelles à elle, et sans vouloir blesser ou gêner la mémoire de son mari, elle a agi comme mon père l'aurait fait. Je pense qu'il était vivant, il aurait fait la même chose. Pour vous dire que Franz Fanon et Josie Fanon étaient unis. Ils étaient vraiment complices dans la vie et dans l'action. Oui, oui. C'est difficile ces jours parce que j'ai entendu entretien avec les gens qui a écrit une bande dessinée sur Fanon. Et il commence la bande dessinée, il s'appelle Fanon, je crois. Et il commence avec Jean-Paul Sartre, en fait. Oui. Parce que à propos des artistes, c'est Jean-Paul Sartre qui peut donner une introduction sur Fanon. Et ça me piquait, c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon, mais comme aujourd'hui, il faut accrocher le lecteur ou le spectateur. Oui. Il faut faire le buzz. C'est des techniques commerciales, vous savez, ça c'est pas du tout, c'est pas politique, hein, c'est des techniques commerciales. Donc oui. si on parle de Jean-Paul Sartre, ça va intéresser Simone de Beauvoir et puis après Fanon. Oui. Voilà. En fait, on fait plus de publicité pour Jean-Paul Sartre que pour Fanon. Oui. C'est ça. Oui. Dans le documentaire, et vous avez dit comment le couple Josie et Franz était indissociable. Et vous avez dit ça dans le documentaire Fanon hier aujourd'hui, réalisé par Hassan Mezine. Et là, vous évoquez magnifiquement votre mère et le lien qui unit vos parents. Et je vais vous citer. Elle était un peu la muse de mon père dans la mesure où son attachement pour l'Algérie a été immédiat. L'Algérie a servi de catalyseur et de ciment pour approcher Fanon et ma mère. Elle a été toujours avec lui. Elle s'est engagée, elle a rompu avec la France comme mon père a rompu avec la France. Et vous terminez avec « ce couple était indissociable ». Pouvez-vous nous dire un peu plus à ce sujet? Comment est-ce que votre mère a rompu avec la France? C'est très intéressant. Ma mère a rompu déjà avec la France raciste en épousant un noir. Oui.
Donc, elle était confrontée, non seulement, il ne faut pas oublier qu'ils se sont mariés en 1952, hein, en 1952, et Oui. elle avait une famille bon, qui était communiste, hein, son père était communiste, mais ils étaient originaires de Corse, donc c'est des gens très traditionnalistes. Donc leur ramener un médecin noir comme ça dans une petite ville de campagne de la banlieue lyonnaise, c'était déjà une révolution à l'époque. Et lorsqu'elle a été acceptée en Algérie, donc à l'hôpital, elle a vu que son mari était impliqué dans sa profession, et elle aussi a voulu faire quelque chose, et elle s'est impliquée aussi dans la révolution algérienne. Donc elle n'est pas restée dans l'ombre de Fanon. Oui. C'est pour ça que je dis qu'ils sont indissociables et ils sont acteurs aussi dans la révolution algérienne. Et elle n'est jamais revenue en France. Elle a toujours vécu en Algérie, à l'exception de 3 années, donc c'était en 1975, où elle est venue pour la création d'un journal d'un hebdomadaire qui s'appelait Demain l'Afrique. C'est un hebdomadaire algérien, donc qui avait été dirigé par des Algériens uniquement. Il y avait quelques journalistes étrangers, enfin, il y a beaucoup d'Antillais, un Réunionnais, il y avait Maryse Condé qui a travaillé avec elle. Et donc, mais elle était toujours journaliste algérienne, bien qu'elle travaillait en France, elle était journaliste algérienne. Et au bout de 3 ans, elle me dit, Olivier, ça ne va pas du tout. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne suis pas chez moi, je ne me sens pas bien en France, je rentre en Algérie. Et le journal a fermé, enfin n'a pas tenu plus de 4 ans. Elle est rentrée définitivement en Algérie. Voilà. Oui, elle a vécu vraiment les idées, elle a vécu les idées anticoloniales en fait, Oui, oui, antiracistes, tout ça. tout à fait. C'est inspirant. Euh, Pourquoi vous pensez que Josie était-elle si attachée à la Palestine? Avait-elle une opinion si forte sur la Palestine? Que nous dirait-elle aujourd'hui? Ce n'est pas que la Palestine. Aujourd'hui, on parle de la C'est Palestine la parce qu'on libération, oui, on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, avec les massacres qui se passent à Gaza, le oui, génocide qui est en cours à Gaza. J'allais dire, ça devient très chic de parler de la Palestine aujourd'hui en 2025 parce qu'il se passe des massacres à Gaza. Mais moi, je dis, les massacres de Gaza ont commencé en 1947-1948. Faut pas oublier que le problème n'est pas d'aujourd'hui. Et ma mère à l'époque était déjà investie pour la mhm, libération de l'Algérie, pour la libération de l'Afrique du Sud, pour la libération du Vietnam et oui, évidemment pour la libération de la Palestine, de tous les pays colonisés et sous occupation étrangère. Donc la mhm, Palestine faisait partie de son combat, déjà. oui. Je ne parle pas d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, on parle de la Palestine, mais la Palestine, ça a été toujours un problème de Palestine. Oui, oui, oui. Euh, Moi, je veux parler un peu sur Fanon en France. Oui, Il est courant d'entendre les gens s'étonner que Fanon et ses écrits restent méconnus ou peu étudiés en France métropolitaine et dans les institutions éducatives françaises. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi pensez-vous que c'est le cas? je vais vous citer une petite anecdote Ah oui, ok. que j'ai vécue en Martinique. Et Mhm. ça va vous éclairer sur votre question. Lorsque j'ai dit à mes cousins et mes oncles que j'étais algérien et que j'ai exhibé ma carte d'identité algérienne, j'ai dit voilà, je suis algérien, ils se sont passés la carte d'identité, un à côté de l'autre autour de la table, et ils me regardaient avec un autre regard. Ah, tu es algérien, d'accord. Et je me suis senti tout de suite étranger. Chez moi, je me suis senti étranger. Donc je me suis senti algérien au milieu de Français. Aujourd'hui, Fanon, en France, n'est pas étudié pour la simple raison que Fanon a combattu le colonialisme français. Et Oui, il y a aujourd'hui encore des nostalgiques de l'Algérie française. Il y a des nostalgiques et il y a des enfants de nostalgiques qui sont au gouvernement, qui sont au centre de décision, qui sont au ministère de l'Enseignement supérieur. On a un ministre qui était ministre de l'Éducation nationale en France, il y a quelques années, qui s'est opposé à ce que Fanon soit enseigné à l'université et au lycée. mmh. Et ce ministre de l'époque est aujourd'hui Premier ministre français.
Ça, c'est vérifiable, hein, c'est du factuel. Hein. Il s'était opposé à l'époque. Il était ministre de l'Éducation nationale. Ok. Wow. Donc, la question la réponse est dans la question, voilà, en fait. Je veux dire, Oui. c'est une logique mathématique. Et alors, pourquoi il n'est pas enseigné en France métropolitaine et encore moins aux Antilles? Pourquoi il n'est pas enseigné en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki? Enfin, non. Ouais. Eh oui. Pourquoi? Mais on dirait que tout ça change. Hein. Aujourd'hui, tout ça change parce qu'on dirait que Fanon connaît une renaissance. Aujourd'hui, 2 films sur sa vie sont sortis l'année dernière. Ouais. Il semble qu'il soit reconnu en France. Je viens de voir Peau noire, masque blanc à la FNAC, une chaîne de magasins des produits électroniques. Oui. Ça, c'est un changement, non? Comment Oui. trouvez-vous tout ça? Est-ce que ça change? C'est-à-dire que en fait, c'est l'actualité qui nous rattrape. Fanon a été oublié volontairement, oublié par les médias, par les intellectuels français, et surtout, moi je reviens toujours aux Antilles, par les intellectuels antillais. Les intellectuels antillais, très connus, hein, qui ont toujours parlé de Fanon en voulant le cataloguer, le mettre dans une case, en disant « Ah, Fanon, oui, c'était un élève de Césaire. » Mais ok, c'était un élève de Césaire quand il avait 17 ans. Mais après, Fanon s'est engagé. Et Césaire ne s'est jamais engagé. Oui. Je suis désolé, Césaire a toujours été traversé dans les clous. Il a toujours été maire de Fort-de-France. C'est vrai c'est un grand poète, c'est un grand écrivain, c'est un grand... tout ce que tu veux, mais il est resté dans les clous. Il est resté dans les clous. Et Césaire, il a quitté la vie avec son truc bleu, blanc, rouge. Hein, alors que Fanon, non. Non, c'est pas vraiment juste parce que les idées de Césaire a influencé aussi. Mais oui, je sais. Il a commencé à faire des choses administratives. Il travaille dans la mairie, tout ça. Mais il y a des idées. Oui, mais tu sais, dans la vie, il faut faire un choix. Où tu es cohérent, dans ta praxis, dans ton action et dans tes idées, ou bien tu es un faussaire, c'est-à-dire que tu as un langage X et une action Y, c'est-à-dire que tu es un peau noire, masque blanc. Ok. Ok. Vous êtes le fils de France Fanon, vous pouvez dire des choses comme ça. Moi, non, peut-être. Il n'y a aucun problème. Et qu'en pensez-vous sur les 2 films? Il y a un film de Jean-Claude Barny, réalisateur qui vient de Guadeloupe, je crois, et algérien, Abdenour Zaza, avec un titre si long. Oui. Et je sais que vous préférez le film de Zaza parce que vous avez joué un rôle. En plus, un petit rôle. Mais qu'en pensez-vous sur ces films? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez aidé tout ça? Le film de Abdenour Zaza, dans lequel effectivement je joue le rôle de maître Marcel Manville, qui était un avocat antillais, avocat du FLN. C'est d'ailleurs avec lui que mon père était parti en dissidence et qu'il avait rejoint donc les forces françaises libres en 1943. Et ce film, donc pour revenir au film, le film algérien, donc c'est un film algérien qui a été tourné en Algérie par un réalisateur algérien, M. Abdenour Zaza, a été tourné dans la maison même, la maison où mon père et ma mère ont habité avec moi, donc à Blida, à l'hôpital de Blida. Les acteurs sont en majorité des acteurs algériens. Il y a des acteurs, des figurants de l'hôpital, des malades de l'hôpital, qui jouent des rôles de figurants, etc. Donc c'est vraiment... Et c'est un film qui a été tourné en noir et blanc. Oui. Et lorsque j'ai vu la première vision du film, j'ai dit à Abdenour, mais ton film, on dirait un documentaire, en fait. Oui, c'est un ciné-doc.
Oui, Il dit. Cinédoc, oui, non, c'est quelque chose de superbe. Donc moi, je suis à 100% pour ce film. Pour Oui, revenir au film de Jean-Claude Barny, donc, qui est un réalisateur guadeloupéen, qui est un film qui a bénéficié de beaucoup de soutien financier, contrairement oui, au film d'Abdel Zaza, qui était fait avec vraiment en cherchant de l'argent au fond des tiroirs. Hein. Vraiment, il a fait quelque chose de magnifique, sans moyens financiers. Donc le film de Barny, c'est un film avec cinématographiquement de belles images, une belle musique, des acteurs qui oui. sont très bien habillés, etc. Mais moi, en tant que spectateur, ma première réaction, en tant que spectateur algérien, j'ai été choqué parce que ce film a été tourné en Tunisie. Mhm. Et tous les acteurs du film, à l'exception de 2 ou 3, sont tunisiens. Oh, Les, oh. les, 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 les figurants, les petits acteurs sont tunisiens et parlent un arabe C'est la tunisien. question d'accent. Ah, ok, D'accent, oui. oui. Donc ça ne colle pas, si tu veux. Tu vois, c'est comme si tu faisais Mhm. un film sur la Corée du Nord avec des acteurs chinois, quoi. C'est quelque chose Mhm. qui va pas. Oui, Et sur le plan historique aussi, il y a beaucoup de malfaçons, il y a beaucoup de choses oui. qui ne m'ont pas plu. D'ailleurs, je lui ai fait part de mes réflexions à Jean-Claude Barly, mais il n'en a pas tenu compte. Hein. Il a fait ce film tout seul. Je n'ai jamais collaboré à la réalisation de ce film. Oh. Non, non, je n'ai jamais collaboré à la réalisation de ce film. Parce que vous D'ailleurs, êtes né en Algérie dans ce film. dans ce film, je suis né en Algérie en plus. Voilà. Ok. Ouais. Et donc, pour revenir à Barney, donc, qui est ce qu'il est, hein, je veux dire, il a qu'à assumer ce qu'il fait. À la fin du film, il remercie donc tous les participants, etc. Et il me remercie, et je tiens à remercier Ah particulièrement oui. Olivier Fanon pour sa collaboration, alors que je n'ai jamais collaboré à ce film. Donc Hmm. là, j'ai engagé ça, je te le dis, là, j'ai engagé une action avec l'aide d'un avocat pour qu'il retire toutes ces mentions sur toutes les copies des films qui doivent sortir ici ou bien aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc j'ai reçu une réponse avant-hier de la production du film de Barnier en me disant oui, on va s'occuper, on va enlever la mention de votre nom. Donc je ne veux pas que mon prénom, parce que mon nom, il utilise mon nom déjà, Fanon. Oui, Donc Fanon, ok, je ne dis rien, il a la liberté d'expression, etc. c'est triste. Mais Oui. mon prénom, je ne veux pas que mon prénom figure dans ce film. Je ne suis pas, Olivier Fanon n'a pas aidé à ce film. Voilà. Et vous Contrairement à vous ce qu'il dit. sentez triché. Hein. Absolument, absolument. Il allait même à dire à France 24, dans une interview à France 24, que je l'avais aidé pour la réalisation du rôle de Josie Fanon. C'est moi qui lui ai donné des conseils, etc. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Oui, oui. Josie, parce que dans le film, Josie, elle fait pas beaucoup. Elle, elle Voilà. tape. Oui, Elle tape, elle fume et elle oui. prend des photos. Prend des Voilà. photos. Hein. Oui, Alors que oui. c'était la guerre, c'était la clandestinité. Tu t'imagines, toi, pendant la Mhm. guerre, les gens qui se baladent avec un appareil photo, qui prennent des photos comme ça. Ah. Oui, oui. Pour moi, Ouais. le problème, c'était aussi évocation d'Israël. Parce qu'il y a 2 fois. une chirurgie et Oui, je ne sais pas, j'ai oublié, il y a une scène oui. dans l'hôpital et je crois que c'est le médecin Azoulay qui parle. Azoulay, oui, oui, Qu'est-ce oui, qui qu'il dit dit? il dit j'étais en Israël et mon père lui dit mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? C'est complètement, c'est surréaliste, Non, oui, surréaliste. moi je ris parce que c'est bizarre, c'est Ouais. bizarre. Il y a ça Oui. et puis il y a aussi donc l'assistante, l'infirmière, l'étudiante qui est très très trop proche de mon père, qui lui dit, moi je suis d'origine juive, mes parents sont des juifs traditionnalistes, ça ne tient pas. On sent que Mm. ça a été euh, imposé. Oui, oui, Imposé. Et oui. quand on voit qui a financé ce film, on comprend tout de suite le pourquoi. Voilà, tout simplement. Ok. Suite à une question qui a été posée dans le film de Barney par un infirmier lorsque Fanon a eu son fils, donc lorsque je suis né, hein, Mm. il lui dit docteur, félicitations, vous avez un garçon.
comment vous allez l'appeler? Il lui dit Olivier. Il dit, ah, c'est votre premier enfant? Et mon père répond, non, non, j'ai une fille qui s'appelle Mireille, mais elle est restée en métropole avec sa mère. Et donc, à partir de là, donc, je suis obligé, entre guillemets, d'aborder la question de ma demi-sœur, donc Mireille qui est ma demi-sœur, mais qui agit comme si c'était ma sœur de mon père et de ma mère, pour la simple raison que si on va chercher à savoir qui est cette Mireille Fanon sur Wikipédia, sur sa fiche, il est marqué qu'elle est la fille de Frantz Fanon, tout simplement, et qu'elle a un frère qui s'appelle Olivier. Ok, c'est la fille de Frantz Fanon, mais c'est pas la fille de Josie Fanon. Et pour instiller encore, mettre encore du doute dans l'esprit des gens, elle a modifié, elle a falsifié sa date de naissance. Sur Wikipédia, elle mentionne qu'elle est née en 1953, alors qu'en fait, elle est née en 1948. Elle est née en 1948. Et en mettant qu'elle est née en 1953, et moi en 1955, mes parents étant mariés en 1952, donc la logique, c'est que Mireille Fanon est la fille de Josie Fanon et de Frantz Fanon. Et moi, j'arrive après. Voilà. Et à partir de là, c'est une faussaire, comme on dit, une faussaire de l'histoire. Moi, j'étais obligé, devant toutes ces manigances et ces mensonges, j'étais obligé de faire une rectification sur Facebook. Donc, j'ai publié un petit message sur Facebook pour recadrer les choses, pour dire que cette fille, bon, c'est OK, c'est ma demi-sœur, c'est la fille de Frantz Fanon, d'ailleurs, qui n'a jamais connu, hein, il n'a jamais vu cet enfant, il n'a jamais connu, mais elle utilise Fanon comme un fonds de commerce. Et je pèse mes mots, un fonds de commerce. Elle a créé une fondation qui est une coquille vide. Elle essaye de toucher les gens connus, etc., de les faire figurer sur les gens qui ont accepté de travailler avec elle dans la fondation. C'est bankable, quoi, voilà. C'est quelque chose qui se vend, c'est un nom qui se vend. Et d'ailleurs, elle utilise depuis peu de temps le nom Fanon qu'elle associe à son nom d'épouse. Elle s'appelle Mendes France. Elle a épousé le fils de Pierre Mendes France, ancien Premier ministre français. Elle a rajouté le particule Fanon à son nom. Et d'ailleurs, je l'avais appelé à l'époque, je lui ai dit, mais c'est incohérent ce que tu mets, là, Mendes France Fanon. C'est comme si tu disais Fanon, Jean-Marie Le Pen. Fanon Jean-Marie Le Pen. Ah, pourquoi tu me dis ça? Je dis parce que tu fais honte à mon nom. Donc tu vas enlever ça. Elle me dit non, non, je n'ai pas de compte à te rendre. Elle m'a raccroché au nez. Donc moi, je n'ai pas de contact avec elle. Mais pour moi, elle est toxique et elle fait du mal à mon nom. Elle fait du mal à Fanon. Voilà. Merci pour cette histoire. Je ne savais pas tout ça, mais merci. Ok, on va changer la direction un petit peu. Je sais que je comprends que c'est un peu de colère pour vous, Olivier, ce film. Mais après la mort mais on parle sur l'héritage. Préserver l'héritage de votre père, c'est difficile. On voit avec les films comme ça. Et que pensez-vous de ce rôle? Parce qu'après la mort de votre mère, c'est vous qui avez chargé pour préserver l'héritage de votre père. Quels sont les défis que vous rencontrez pour perpétuer, préserver tout ça en France, en Algérie? Tu sais, Fanon, ses écrits, son engagement sont très, je vais dire le mot, hein, c'est très gênant pour les décideurs. Parce que les décideurs, je parle des gens qui sont à la tête d'institutions, à la tête de pays, doivent être cohérents. Si tu abordes Fanon, ou si tu te réclames de Fanon, il faut aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas te réclamer de Fanon, dire c'est quelqu'un de bien, c'est un Fanon, j'ai lu son livre, etc. J'ai lu tous ses livres, et puis tu refermes le livre et tu le mets dans la bibliothèque et on passe à autre chose. Non, Fanon, c'est pas ça. Fanon, tu lis et tu l'appliques, Fanon. Tu appliques Fanon. L'héritage, moi, j'essaye comme je disais tout à l'heure, à mon moindre niveau, de ne pas faire honte à mon père et à ma mère,
mais je fais attention à mes interlocuteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, surtout en ce moment, tu vois, centième anniversaire, on célèbre Fanon, j'ai beaucoup de demandes de la part d'amis en Martinique qui me demandent de venir pour parler, etc. Moi, je ne peux plus parler, je n'ai plus le temps de parler. Fanon a écrit, moi je ne suis pas là pour parler. Maintenant, si vous le réclamez de Fanon, faites quelque chose, agissez, faites quelque chose, faites quelque chose. Hier encore, j'ai reçu un mail d'un parti martiniquais, etc., qui m'invite là pour le mois de décembre. Je dis oui, c'est bien, je vais venir, on va parler de Fanon, on va boire un petit rhum, on va danser une petite biguine, on va passer à autre chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'ai plus le temps. Donc, si vous avez un projet, un programme cohérent, moi, je vous suis. Je vous suis. Et là, je peux vous aider. Ce que j'ai dit aux Antillais, je dis, Fanon a été approprié par l'Algérie. Fanon a été accepté par l'Algérie. Fanon est un enfant de l'Algérie aujourd'hui. Mais l'Algérie est prête à vous prêter Fanon. On vous le prête, Fanon. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, là, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Si, on va faire un colloque, on va faire un sommet, on va inviter des universitaires du monde entier. Je dis, mais non, c'est pas ça. Fanon, c'est pas ça. Fanon, c'est pas ça. Fanon, lorsqu'il a été dans les congrès d'étudiants noirs, lorsqu'il a fait sa déclaration à Rome ou au Ghana, je veux dire, c'était l'action. C'était pas nous allons nous réunir, ouvrir des bouteilles de champagne et voilà. Non, non, non. Voilà. Donc, si tu veux, il y a une double approche de Fanon. Comme Fanon le disait dans un de ses écrits, il disait, j'espère, il écrivait à ses amis, j'espère que nous n'allons pas remplacer les colons. Ça, c'est une phrase très forte. Oui. On va chasser les colons, on va prendre notre indépendance, mais on va les remplacer. On va refaire la même chose. Oui, je suis universitaire, Olivier, et vous m'accusez. Non, non. Non, je comprends exactement. Je parle des décideurs. Oui. Des gens qui ont le pouvoir. Voilà. Oui, non, je comprends. Pour finir, d'après vous, pourquoi lire Fanon en 2025? Ben moi j'irais dans l'autre sens, je dis pourquoi ne pas lire Fanon? Et pourquoi un Palestinien aujourd'hui ne lirait pas Fanon? Pourquoi un Sahraoui de la République arabe sahraoui démocratique aujourd'hui, qui reste, il ne faut pas l'oublier, la dernière colonie en Afrique. Oui. Le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique. Moi, je pose la question, j'ai des amis sahraouis qui connaissent Fanon, qui se réclament de Fanon, qui lisent Fanon. Fanon est d'actualité, aussi bien en République sahraoui qu'en Palestine. Donc, pourquoi ne pas lire Fanon? Fanon n'est pas updated, comme on dit. Il n'est pas dépassé. Voilà. Oui. Tout simplement. Ok. Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien très poignant et émouvant. Vous nous avez rendu plus proches de Fanon et vous nous avez donné matière à réflexion. Merci beaucoup. Oui. Et c'est pas fini, parce que le centenaire, ça va jusqu'au mois de décembre. Oui, ça commence. Ça commence. Ça commence, c'est pas fini. Merci beaucoup.